Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, c'est une émission en direct et en simultané pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est également une émission que vous pouvez suivre sur une plateforme Facebook et YouTube. Je suis Adam Scaledou Drago, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bienvenue. Bonjour, président Drago. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bourma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Pendant que la course contre la montre se poursuit pour sauver les mineurs coincés dans la partie souterraine de la mine de Perquois, les prises d'opposition et les déclarations sur cette catastrophe et la gestion de la crise fusent de toutes parts. La dernière en date, celle de l'unité d'action syndicale UAS, pour qui la cupidité des patrons de la mine serait à l'origine de ce sinistre. Décryptage en tout cas de cette déclaration de l'UAS à cette convocation du tribunal de l'actualité. Deuxième sujet retenu pour la présente convocation, le cas Hubert Velude qui a été tranché par le ministère des Sports. Le choix de la Fédération burkinabé de football a été confirmé par le ministre des Sports. Le technicien français est annoncé très prochainement à Ouagadougou pour parapher son contrat. Le regard des juges sur ces deux actualités après les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation du tribunal de l'actualité? Merci. Ce qui retient notre attention pour le tribunal de l'actualité en termes d'avant-propos, c'est cette courte vidéo qui passe et qui appelle les Burkinabés à l'union des forces, à l'union sacrée pour sauver la République, qui chante la bravoure de nos soldats et qui encourage tout le monde à aller de l'avant. C'est parfait, c'est un message qui galvanise. Effectivement, on a besoin de parler à l'unisson. Le bémol, pour ne pas dire l'incohérence que je trouve, c'est que nous, on nous a dit qu'à l'adoption de la charte, le MPSR sera dissous. Mais la vidéo dit le MPSR et les forces de défense et de sécurité. Autrement dit, le MPSR n'a pas été dissous. Et donc, pourquoi est-ce que les forces vivent ensemble, s'entendent sur quelque chose, et puis il y a une entité qui continue d'être alors qu'on nous a dit à l'adoption de la charte, le MPSR se dissout automatiquement. Nous avions d'ailleurs posé cette incohérence quand il a fallu mettre en place, il a été question de mettre en place un dispositif de suivi et d'évaluation des actions du gouvernement, donc des dirigeants actuels, et on dit dans la composition il y a des éléments du MPSR, alors que ça doit être mis après l'adoption de la charte et le MPSR n'existerait plus. En son temps, j'avais dit de deux choses l'une. Ça dit que je ne crois pas que ça va être dissous, parce que si on parle de représentants du MPSR alors que ça doit être dissous à l'adoption de la charte, il y a une incohérence. Effectivement, le MPSR n'est pas dissous, c'est ce que cette vidéo nous dit. Je dis la vidéo elle est bonne, il n'y a même pas de problème. Il nous faut d'ailleurs ces choses-là, c'est un peu comme Soldats je vous aime, le concept que M. Bilougo avait lancé en son temps pour encourager les forces de défense et de sécurité qui avaient aussi eu l'appui de bonne volonté, des volontaires qui sont allés prêter leur voix, leur image, parce qu'il fallait encourager effectivement les soldats burkinabés. Donc ça vient effectivement à un moment donné où on a besoin d'encourager nos forces de défense et de sécurité. J'ai dit sur cet aspect, il n'y a pas de problème. Moi, c'est l'aspect MPSR. J'ai rien contre le MPSR, mais dès lors qu'on dit qu'on va faire ci et qu'on regroupe les forces vives de la nation, et pour effectivement adopter un dispositif, je pense qu'on doit, comme on appelle ça, s'en tenir à ça. Certains voulaient une gratuité de mandat, les forces vives de la nation ont dit non, il faut les payer. Donc on les paye. Les mêmes ont dit, on dissout le MPSR, donc pourquoi est-ce que ça n'a pas été dissous? Donc quand on parle de MPSR et force, c'est comme s'il y avait deux forces d'un côté et une force d'un côté et une autre force de l'autre côté. Alors que je dis bien, dans l'époque 83, quand les révolutionnaires sont arrivés, ils ont créé le Conseil national de la révolution, CNR, c'est connu, ça a géré le pouvoir jusqu'à la chute de Thomas Sankara. C'est clair.
Là, vous avez dit, on retourne à une vie constitutionnelle normale, on va supprimer, et puis c'est pas supprimé. Pourquoi? C'est une explication, il n'y a pas de problème. Mais beaucoup se posent des questions de savoir pourquoi. Donc, je pose également la question ici à qui des droits, le MPSR est-il dissous, oui ou non? Mais pourquoi? Parce que si ce n'est pas, manifestement, les dispositions de la charte ne sont pas respectées. Et c'est une interrogation que je lance, en attendant peut-être d'avoir des réponses ou pas. Merci pour ce questionnement, juge Bougman. Juge, vous avez la parole. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la police nationale qui a vu son nouveau directeur général installé. Il s'agit de Roger Ouedraogo, le docteur Roger Ouedraogo. Moi, je m'arrête sur ces quelques propos. Je vais les rappeler et puis faire mon petit commentaire. Il dit la police nationale est à la croisée des chemins, elle se trouve au quotidien au cœur des interpellations administratives et citoyennes et se doit de soigner son image et son comportement afin de construire avec l'État et les citoyens les meilleures réponses sécuritaires possibles. Et on va continuer. Il n'est donc pas tolérable. Et il ne sera pas toléré que chaque jour que Dieu fait, pendant que de nombreux policiers, loin de leur famille, affrontent le danger au péril de leur vie dans la lutte antiterroriste, d'autres s'adonnent allègrement dans les villes et campagnes à des pratiques éhontées et répréhensibles qui entachent la crédibilité et la légitimité du corps. Je pense que là, on est tous ici au Burkina, on arpente et on emprunte toutes ces voies-là, on rencontre très souvent ces policiers et on sait de quoi on nous parle. C'est la question de la corruption. C'est la question des petits sous-prix ici et là, lorsqu'on vous siffle et qu'on vous arrête après un contrôle. Je crois que ça, on est au cœur de ce sujet-là. Maintenant, le problème, c'est qu'à chaque installation, le directeur qui vient dit qu'il va s'attaquer à ça. Parce que tout le monde connaît le problème au sein de cette police. Ça, c'est clair. Maintenant, à un moment donné, on disait, bon, la question du coup d'État, en tout cas dans les principes, on les condamne. Maintenant, comme on y est, dans un régime nouveau, dans une réalité nouvelle, un contexte nouveau, quelquefois, il faut le prendre comme une opportunité afin, de façon frontale, d'attaquer un certain nombre de problèmes sans mettre les gants, et parce que c'est la seule façon de pouvoir les résorber. Et la question de la corruption, c'est cette réalité-là. Aujourd'hui, ceux dans quoi ces forces-là sont, ils le rappellent, il y en a qui sont au front, qui sont sur d'autres questions qui sont plus prégnantes. Maintenant, il ne peut pas avoir certains dans des villes qui s'adonnent à certains autres éléments qui sont répréhensibles et qui ne sont pas de nature à redorer le blason de ces forces-là qui, dans leur ensemble, il faut le reconnaître, font un travail qui est vraiment intéressant et colossal. Donc, c'est quelques brebis galeuses qui gâtent le nom de tout le monde, pour parler comme l'homme de la rue. Donc, on espère, comme lui-même l'a pointé du doigt, qu'il trouvera les voies et moyens, différemment des prédécesseurs, de pouvoir résorber la chose. Le RENLAC, en tout cas, sera là pour lui rappeler dans son rapport prochain quel classement occupe son département dans la question de la corruption au pays. Et on espère que, ayant pris la pleine mesure des choses en arrivant, et ayant fait de cela l'un de ses combats premiers, on espère que cela va donner. Et on salue au passage aussi tous ces policiers qui nous écoutent et qui nous regardent, qui n'ont rien à voir avec ce type de policier, ce policier d'un acabit discréditant dont on est en train de parler ici. Parce qu'il y en a beaucoup qui font correctement leur travail et c'est ceux-là qu'on salue. Merci pour ces analyses et ces interpellations. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané du lundi au vendredi. La cupidité des patrons de la mine qui a causé, c'est la cupidité des patrons de la mine qui a causé la catastrophe. En tout cas, c'est la position de l'unité d'action syndicale sur le sinistre survenu au niveau de la mine de Perquois. Alors, c'est une déclaration qui a été signée hier à 10 mai et qui, en tout cas, donne sa position sur ce qu'on a au niveau de la mine. Et l'UAS estime qu'en plus de ce qui doit être fait, il faut aller au-delà, il faut faire des audits, prendre des mesures préventives sur les autres mines industrielles au Burkina Faso. Alors, juge Bougman, quand on regarde cette déclaration-là, elle est quand même assez dure, mais en phase avec ce que les autorités disent, qui dès les premiers moments ont estimé que la responsabilité des premiers responsables de la mine est engagée. Oui, dès lors que c'est, comme on appelle ça, c'est vous qui réunissez les gens, votre
toute première responsabilité à engager, parce que c'est vous qui êtes, d'un point de vue civil, les responsables de cette situation. Le code civil, il est clair en la matière. Donc vous êtes responsable des gens qui sont sous votre responsabilité. Donc effectivement, la première responsabilité, la responsabilité des patrons de la mine est engagée. Rappelons-nous également que l'UAS, ce n'est pas une seule entité, ce sont les centrales syndicales du Burkina, plus des syndicats autonomes. Donc c'est quand même toute une somme d'intelligence individuelle et ou collective qui se réunissent pour pouvoir défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Donc en ce sens, il y a plusieurs entités également syndicales, plusieurs corporations syndicales qui se retrouvent dans cette entité-là. Donc quand elle fait effectivement un tel travail, je me dis qu'il y a le minimum, c'est qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. Donc là, ensuite, il y a aussi les travailleurs, étant donné que cette entité-là défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs, elle ne pouvait pas rester en marge de cette affaire de la mine des Perquois. Donc, elle joue naturellement son rôle que lui confère la Constitution, que lui confère effectivement la loi du Burkina. Donc, de mon point de vue, c'est aussi l'expression de cette liberté syndicale vis-à-vis effectivement des engagements que l'UAS a pris vis-à-vis des travailleurs et également vis-à-vis des gouvernants. Et donc ici, effectivement, la responsabilité, comme on appelle ça, des patrons de la mine est engagée. En même temps qu'elle demande de faire l'audit des autres mines, je pense également que pour avoir écouté M. Tapsoba ici au niveau du tribunal de l'actualité, effectivement, même dans les autres mines, il y a un État qui doit faire le point, pour ne pas dire un État qui doit faire l'État, si vous me permettez les rimes, un État qui doit faire l'État des procédures, des plans d'évacuation des mines du Burkina. À ce rythme-là, il le faut. Les plans d'évacuation, que ce soit dans des cas d'incendie, d'inondation ou d'attaque terroriste, il faut les faire et actualiser, parce que Perquois vient rappeler qu'il y a beaucoup de défaillances dans certaines mines. Comme on a habitué à dire Inch'Allah ça va aller, Dieu voulant ça va aller, non, Dieu va nous protéger. Donc on est devenu très négligent sur un certain nombre de choses. Et puis il y a un État également qui a, à défaut d'être négligent, qui a un silence coupable, donc qui permet à des gens de faire ce qu'ils veulent, de promettre sur le papier des choses qu'ils vont faire mais qui ne le font pas. Donc il y a effectivement cette réalité-là à prendre en compte. J'ai dit Perquois vient sonner le réveil du gouvernement par rapport à pouvoir regarder clair dans cette affaire. Mais d'un point de vue de la réalité des faits, les responsables de la mine sont les premiers, les tout premiers à répondre, parce que c'est d'abord, comme on appelle ça, leur mine et leur responsabilité est engagée sur la sécurité des travailleurs et tout ce qui va avec. D'accord, alors je l'ai dit, la déclaration de l'UAS n'est pas du tout tendre à l'endroit des premiers responsables de la mine, mais pour beaucoup, au lieu de pointer un doigt accusateur, il faut laisser la commission d'enquête qui a été annoncée par le gouvernement faire son travail et surtout concentrer les énergies sur le sort des 8 mineurs qui sont actuellement coincés dans les galeries. Oui, quand on regarde, moi je ne peux pas rappeler ce que Bernard disait, l'UAS, elle défend de façon générale les intérêts du travailleur. Et ceux qui sont coincés aujourd'hui, ce sont des travailleurs. Et au fond, quand vous regardez, ce qui interpelle, c'est dans quelles conditions, et je pense que c'est la question qui sort en filigrane, dans quelles conditions travaillent la plupart de ceux-là qu'on a dans les mines, étant entendu qu'on est un pays qui se présente comme celui minier, avec une bonne partie de ses exploitations qui soit essentiellement celle de l'or ou en tout cas de ce qu'on a comme produit minier. Donc dans ce cas de figure, cela signifie au moins que pour ces travailleurs-là, il devrait y avoir une amélioration des conditions. Et quand on parle de conditions, il n'y a pas que les questions salariales, il y a l'atmosphère et l'écosystème dans lequel vous travaillez. Et donc, il y a un certain nombre de questionnements comme ça que l'UAS déroule après avoir déjà posé au préalable les quelques informations officielles qui ont été données, notamment par ceux qui sont dans la mission de sauvetage au niveau de Perquois. Et là, vous comprenez qu'ils sont d'abord dans la démarche à se poser la question de savoir est-ce qu'il y a des éléments qui ont été faits avant pour qu'on évite le drame,
au regard d'un certain nombre on va dire de détails qu'ils ont, parce que quoi qu'on dise, la mine, s'il y a eu un débordement pour que l'eau parvienne à entrer dans les galeries, ça veut dire qu'autour on sait bien qu'il y a des retenues d'eau. Maintenant, ça veut dire que c'est des dangers potentiels. Est-ce que ce danger-là avait été préalablement calculé? Parce que quoi qu'on dise, quand vous regardez les images, pour en arriver aux galeries, c'est-à-dire qu'on parle de zinc, c'est vrai, mais vous regardez, c'est vraiment une mine à ciel ouvert. Ça veut dire qu'on tape là où on est convaincu que bon, on peut avoir ceci ou on peut avoir cela, ou on peut avoir une bonne teneur en zinc, ou on peut avoir, parce que là-bas aussi, à ce qui est dit, il y a aussi d'autres minéraux que le zinc. Donc, selon la portée, on tape où on peut taper, il y a des explosifs qui sont mis et tout. Et on ne les utilise pas tant que ce n'est pas bien encadré. Et surtout, lorsque vous travaillez dans des trous, à côté de digues qui retiennent une bonne masse d'eau. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de précautions qui devraient être prises. Et c'est une question logique que se pose l'Union d'action syndicale en se demandant, mais est-ce que la probabilité de ces risques-là et des effets ont fait l'objet d'études et de solutions proposées au cas où? Parce que ce qu'il pose est très intéressant, parce qu'on a l'impression que après qu'il y a eu comment on appelle ça, ce trou fait dans la digue qui supportait un peu, qui contenait l'eau, tout le monde a pu s'échapper, ceux qui pouvaient. Maintenant, ceux qui étaient vraiment plus au fond, c'est ceux-là qui sont restés, qui sont restés prisonniers des eaux. Donc, on a l'impression que même dans la question du drainage, au cas où les galeries où la mine elle-même commençait à être submergée, il n'y a pas eu de plan qui permettent en tout cas à l'eau d'avoir un autre chemin qui permettrait aux travailleurs d'être sains et saufs, parlant de ceux qui sont dans les galeries. Donc ce sont des questions qui sont intéressantes. Maintenant, vous savez, il y a le contexte dans lequel nous sommes. C'est qu'on est dans un contexte aussi de prière, mais ça, comment dire cela, de communion, espérant que ces personnes-là puissent sortir indemnes de ces tribulations qui sont fortes, qu'on ne peut même pas imaginer ni souhaiter à quelqu'un. Mais ça ne doit pas nous empêcher aussi de poser les bonnes questions et les vraies, parce que c'est seulement comme ça qu'on permet d'éviter que ça puisse se répéter. Et donc l'UAS est encore dans son rôle que d'interpeller et de se questionner. D'accord. Alors sur les causes probables justement de ce sinistre-là, il y a également à côté la gestion de la crise. Et à ce niveau également, l'UAS s'est posé beaucoup de questions, notamment la mise en place des opérations de sauvetage et de secours. On estime que les choses ont eu du mal à se mettre en place et même que la pression du gouvernement aurait pu venir un peu plus tôt pour permettre d'accélérer justement les opérations. Votre regard, juge? Oui, là je suis d'accord que la pression du gouvernement n'est pas venue suffisamment tôt. Parce que dès les premières heures, les informations font état de ce que la situation est plus grave que ce qui a été présenté. Les responsables de la mine ont d'abord passé leur temps à rassurer qu'il y a des kits de survie à l'intérieur qui permettent de tenir tel temps. Et ont même promis effectivement de fournir de la documentation et que les recherches se poursuivent et qu'ils ont toute la logistique pour faire face à une telle situation. Sauf qu'effectivement, à l'arrivée, ce n'est pas vrai. Il a fallu effectivement des missions officielles et non officielles de certains membres du gouvernement, de certains natifs de la localité qui sont aussi des têtes couronnées depuis Ouagadougou, qui ont sonné l'alerte pour que effectivement les lignes commencent véritablement à bouger jusqu'à ce que le Premier ministre parte sur les lieux et qu'après maintenant on installe cette cellule de crise que j'ai saluée, mais j'estime que c'est arrivé en retard. Ça aurait pu être un peu plus tôt. La pression aurait pu être accentuée dès les premières heures, parce qu'une vie emprisonnée dans une galerie est une vie emprisonnée dans une galerie. Et donc, effectivement, ce travail-là, on devait le faire un peu plus tôt. Ça permettait d'évaluer conséquemment la capacité de la mine de pouvoir effectivement secourir ceux qui y sont, avec toute la logistique qui va avec. Et de dire, on demande un appui extérieur pour aider à pouvoir le faire. Et ça,
Ça a vraiment traîné. Là, effectivement, il y a aussi la responsabilité d'un État qui est engagé vis-à-vis des partenaires qui viennent effectivement ici pour faire fortune. Donc, sur la base des engagements qui ont été signés, sur la base des plans qui ont été effectivement adressés, il y a un suivi, je dis bien régulier, qui doit être fait pour que ce soit actualisé et pour que ce soit conforme à la situation dans laquelle nous sommes. Avec les changements climatiques, les catastrophes naturelles, il y en a. Avec, comment on appelle ça, une catastrophe humaine peut effectivement intervenir. Il peut y avoir un incendie dû à un court-circuit provoqué par une panne technique ou bien une réparation. De toute façon, ces choses-là, effectivement, peuvent survenir sur une mine. Donc, mais quand on regarde, je ne pense pas que sur ces questions d'anticipation, notre État soit réellement en avant. C'est quand la catastrophe survient qu'on commence à prendre les mesures et après on retombe dans la routine. Regardons Ouagadougou et les autres villes après la pluie diluvienne du 1er septembre. Après toute l'euphorie et les efforts d'évacuation des zones inondables et tout, mais il faut repartir voir ces zones qui ont été délimitées comme zones inondables. Des gens s'y sont installés. Et ils n'ont pas été, comme on appelle ça, délogés. Certains ont même pris le dédommagement, mais ont trouvé le moyen de revenir, comptant sur Dieu. Mais ça, c'est la responsabilité de l'État. À Ouagadougou, dans la zone du marché communément appelé théâtre populaire, dans cette zone-là, mais il y a des zones inondables où il a été dit que sous la Révolution, il était interdit de construire des logements. Aujourd'hui, c'est des logements et du commerce sur ces mêmes lieux-là, sans qu'on ne sache comment c'est arrivé. Parce qu'il y a des responsables de l'administration qui étaient complices de ces choses-là. Donc, sur les autres aspects, sur les questions minières et tout, c'est la même chose. J'ai dit, alors que là, j'ai dit bien, il y a un État aussi dont la responsabilité est engagée parce que c'est d'abord des citoyens burkinabés. Et l'État du Burkina est d'abord au service du Burkinabé, avec des partenaires. Donc, parce qu'il y a des Burkinabés aussi qui font fortune dans d'autres pays. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont venus d'ailleurs qu'il faut traiter comme si ce n'est pas des humains. Non, pas du tout. Parce que des Burkinabés également font fortune dans d'autres domaines et dans d'autres pays et ça marche. Mais en respectant les lois de ces États-là et ça marche. Donc ici, je pense, il y a un laxisme au niveau de l'administration. Il y a des complicités internes. J'ai dit, il y a un rapport qui est dans les tuyaux sur les revenus des mines. Pourquoi il n'est pas publié? Qui a mis la pression pour qu'il ne soit pas publié? Par rapport aux gains dus aux mines industrielles et, comme on appelle ça, aux mines semi-artisanales. Leur impact sur le coût direct des populations. Mais le rapport n'est pas publié. Ce n'est pas des Burkinabés qui ont mis les pieds dessus. C'est les Burkinabés qui ont mis le pied dessus. Alors que ça permet de bien regarder les choses et savoir comment est-ce qu'on gagne mieux. C'est tout. Moi, je ne vois pas où se trouve le problème. Mais comme la réalité du rapport va déranger des Burkinabés qui gagnent mieux, ils préfèrent taire ça, gagner mieux, plutôt que de faire profiter à l'ensemble des Burkinabés. C'est des Burkinabés qui le font. Je dis bien avec la complicité de certains responsables de l'administration. Quand les maires de communes minières ont tenu leur toute première conférence de presse et demandé que le fonds local des mines là, soit versé, les revenus soient reversés aux mines, parce que la loi est adoptée, mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas des hauts responsables du ministère qui ont appelé certains maires, qui les ont menacés clairement. Des responsables de l'entourage du ministre Idani en son temps. Direct. Ils ont demandé à certains, bon, tel maire, lui, il est bien assis. Toi, tu es sûr que tu es bien assis. Si on secoue le cocotier, tu es sûr que tu pourras tenir. Tu pars t'asseoir avec un tel et un tel, tu es sûr que toi, tu pourras tenir. Et puis, tu tiens ce langage-là. Mais les maires n'ont fait que... La revendication n'est pas adressée au ministère. Elle est adressée aux mines. Pourquoi est-ce qu'un cadre burkinabé de l'administration, du ministère se sent concerné par une revendication où on lui demande même pas un franc? Ce n'est pas sur la base de ses revenus, sur la base de son salaire, non. C'est à la mine on demande. Mais pourquoi lui, pourquoi lui ça lui dérange? Parce qu'il y a des intérêts. Et après cette première conférence de presse, souvenez-vous, est-ce que les maires de communes minières ont encore tenu une conférence de presse pour revendiquer quoi que ce soit? Non, ça ne l'a pas été. Et après les plateaux, regardez les maires qui ont eu le courage d'aller. Les autres ne sont pas allés. Il y a quelques maires qui ont eu le courage d'aller, les autres ne sont plus allés. Parce que c'est des Burkinabés qui mettent des pressions sur les Burkinabés pour que ce qui leur revient de droit ne leur soit pas servi.
Donc quand les miniers vont voir ça par exemple, en quoi est-ce qu'ils vont s'occuper de la vie d'un citoyen burkinabé? Pourquoi? Il va faire ça pourquoi? Je ne vois pas, parce qu'il a un avocat défenseur qui est assis dans un ministère. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce qu'il a déjà un avocat défenseur qui fait ça bien pour lui. Ce n'est pas ses avocats qu'il paye. Il y a un avocat défenseur dans l'administration minière et dans l'administration au niveau du Burkina qui fait ce travail-là déjà pour lui. Donc il ne va pas se décarcasser. Donc certains aujourd'hui ne peuvent pas aller demander de voir les plans d'évacuation, là, comment ça marche. Ils ne peuvent pas. Alors qu'ailleurs, ça ne se fait pas. Donc je pense que ce laxisme-là a continué et est en train de nous rattraper. Donc je répète que la responsabilité aussi de l'État burkinabé est engagée. Est-ce que, quand on fera les enquêtes clairement, pour situer les responsabilités, après avoir dégagé la responsabilité des miniers, des patrons de la mine de Parcois, il faut également dégager la responsabilité de certains de l'administration burkinabé dans le laisser aller et dans le laisser faire. Il faut également regarder ça, situer clairement les responsabilités pour éviter la gestion après. Et ça, c'est un élément également qui est très important. Ailleurs, les responsabilités sont situées jusqu'à dégager également la responsabilité de l'État, jusqu'à où notre État a été défaillant. Est-ce qu'il n'y a pas eu de signaux d'alerte compte tenu du fait de l'exploitation à ciel ouvert? Ça, je pense que c'est un élément fondamental. C'est un élément qui est très important si réellement on a besoin de la manifestation de la vérité. Sinon, on va toujours, l'euphorie va retomber et puis on attend la prochaine catastrophe pour sortir encore avec les mêmes modes, avec les mêmes façons de faire, Non. Donc, dégager les responsabilités des responsables de la mine, dégager également les responsabilités de l'État burkinabé. Et maintenant, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention? Passe à autre chose maintenant. Qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention pour les autres mines? Et pour quelqu'un maintenant qui vient pour installer une mine, quels sont ses plans d'évacuation sur les catastrophes humaines, naturelles et j'en oublie? Mais si on ne passe pas ces choses-là au peigne fin, ça va être compliqué. Et j'attends également que les audits qui sont commandités puissent également toucher ces aspects-là parce que c'est très important. D'accord. Alors tout le Burkina retient son souffle. On l'a dit, il y a 8 vies qui sont engagées au niveau de la partie souterraine de la mine de zinc de Perquois. Alors c'est vrai qu'il faut avoir de la diligence. Il faut pas parer au plus pressé justement pour sauver la vie de ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés. Mais beaucoup estiment aussi que dans la gestion de cette crise-là, il faut le faire avec beaucoup de prudence, ne pas céder à la passion, notamment pour ce qui concerne la partie enquête et puis situer les responsabilités, parce que au-delà, c'est aussi un message qui sera envoyé à d'autres investisseurs qui veulent peut-être s'installer au Burkina. Oui, c'est clair, mais il faudrait que ce cas-là fasse cas école, fasse tâche d'huile, de par la gestion qu'on en aurait faite et de par ce qui en sortira après en termes de décision, de leçons et d'encadrement pour une nouvelle dynamique. Et c'est pour cela que, je le répète encore, pour cette celle à laquelle nous sommes, le plus important, c'est tous les moyens mis pour pouvoir sortir ces 8 personnes-là de là où elles sont. Maintenant, il y a des leçons qu'on devra tirer. Et il y a des responsabilités qui devront être fixées. Nous, on avait fait ce reportage très intéressant qu'on avait partagé dimanche dernier. Et Serge Kaboré, qui était allé dans la zone, quand on a discuté avant qu'il ne parte, on avait eu des contacts de travailleurs. On avait présenté certains comme délégués, tout ça, du personnel, donc qui devraient être aptes à discuter avec nous sur certaines questions. Mais quand il est arrivé sur le terrain, à la façon dont on l'a fait tourner en rond, en définitive, il a compris que ça allait être difficile, comme s'il y avait un genre de mot d'ordre. Parce que les travailleurs eux-mêmes se refusent à en parler. C'est clair qu'il y a une crainte, ou bien qu'il y a peut-être un mot d'ordre. En tout cas, ils ne peuvent pas être à l'aise aujourd'hui d'en discuter. Puis on comprend aussi que tant que leurs amis sont encore dans une situation qui n'est pas encore définitive, bon, ils sont un peu mal à l'aise. Mais on comprend qu'il y a d'autres enjeux aussi derrière. Mais j'espère que les codes seront cassés pour qu'on ait la vraie vérité dans cette histoire. Mais il y a les familles qui sont tout autour. Mais quand vous regardez, je me pose la question aussi de savoir comment est-ce qu'on encadre les choses, et ça c'est ressorti dans ce que disait l'UAS. Quels sont les préalables qui sont donnés à ces mines-là? Il faut que ça se sache pour que on puisse parce que vous savez, ce qui est publiquement su en termes d'obligations qui sont les vôtres,
mais ça vous sera demandé publiquement. Mais lorsque vous les cachez, ça sera difficile qu'on vienne, on vienne chercher à savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Même quand on parle de la mine de Perquois, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein. Il y a un article qui est très intéressant. C'est un article qui date de 2007 sur la mine de zinc de Perquois et la question de la gestion de la mine. On allait faire le reportage le samedi et le dimanche. Quand vous regardez les familles qu'on a pu interviewer, vous pourrez encore regarder, c'est sur nos pages Facebook, donc WattFM et True TV, vous pouvez regarder le reportage. Quand vous rencontrez les familles de personnes qui sont encore dans la galerie là, c'est pas des gens qui vivent le luxe, hein. C'est pas des gens dont on dirait que la vie a changé parce que les enfants travaillent forcément dans une mine. Vous regardez les bâtisses, elles sont toutes pareilles, hein, les familles qui y sont. Mais je dis, l'article de 2007 est très intéressant, c'est que lorsque, pour ce qui est des RSE, concernant la mine de Perquois et tous ceux les entreprises qui y travaillent là, lorsque il est émis l'idée parce que vous êtes quelque part, vous venez en termes de pression additive, que ce soit sur l'eau, sur l'électricité, tout ce qui est prévu pour les populations, vous venez sur ces mêmes installations. Donc il faut à un moment donné aussi, c'est vrai que vous apportez quelque chose, mais il faudrait permettre à ce qu'il y ait autour de vous votre présence qui impacte, parce qu'on sait les gros sous qui sortent de ces terres-là. C'est ça la réalité. Mais en son temps, il y avait une fondation qui avait été créée, voulue par le directeur de la mine en son temps. Je pense que c'était Fleury, si ma mémoire est bonne. Et la fondation, il en est en même temps comment on appelle ça? Il en est en même temps le président d'honneur international. C'était quelque chose comme ça qu'ils avaient trouvé. Mais qui dirigeait? C'était, et relisez encore l'article, c'était la femme de l'ancien ministre Djibril Bassolé. En ce moment, il était ministre des Affaires étrangères. Et il y avait tellement c'est-à-dire que dans le Sangué, il y avait tellement de bagarres parce qu'on savait qu'il y avait de l'argent qui allait circuler et que certains se disaient encore nos gros bonnets, nos grands boss là viendront encore s'accaparer des petites choses dont on devrait bénéficier. Et il était au départ question de 10% du chiffre d'affaires. Après non, le Fleury dont je parlais à un moment donné disait non, ce sera plutôt 1%, mais des entreprises souterraines. En fait, il y a eu beaucoup de choses. Mais parce qu'il y avait une manne qui devrait revenir aux populations, mais en termes de réalisation d'infrastructures et tout. Mais même ça encore, les populations pour voir dedans, c'est compliqué. Donc quand vous recevez une mine, vous êtes dans ces calculs où vous ne savez même pas, en matière de RSE, responsabilité sociale des entreprises, qu'est-ce qu'on fait dans le contrat qui est prévu pour vous de façon très claire. Vous ne savez même pas. Les gens viennent s'installer, vous négociez pour qu'on prenne certains de vos enfants dans la mine. Mais quand on les prend, attention, hein, c'est pas des gens on ne vous demande pas d'appeler vos fils qui sont capés, là, on va les mettre un peu à l'école et puis après ils pourront entrer dans la mine parce que bon, on les spécialisera dans certains domaines où on est sûr qu'ils pourront avoir des salaires intéressants. C'est pas de ça qu'il s'agit. On les prend, on les fait creuser. C'est ça la réalité. Mais quand vous regardez autour, la vie des gens ne change pas. Et ils ne sont même pas informés des obligations de la mine vis-à-vis d'eux. En matière d'infrastructure, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Quand vous allez demander, chacun se ramène le ping-pong. On ne sait pas qui a donné quoi à qui. C'est ça notre réalité. Et pour ça, vous allez revenir encore dans des conditions où on se retrouve avec des travailleurs qui sont prisonniers, alors qu'il y a des mesures minimales qui devraient être prises. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si vous savez, quand vous vendez moins, quand vous ne vous vendez pas cher, on pourrait même vous prendre à crédit. On a l'impression que c'est la situation dans laquelle nous sommes, que ce tort-là, l'or n'est pas maudit. C'est celui qui les gère, c'est quelqu'un qui le gère mal ou bien qui le gère bien. Il y a des pays qui se sont construits là-dessus. Quand on parle du Ghana, c'est un pays qui a une grande histoire en matière de mine. La preuve, c'est le Ghana qui est venu en aide avec, je pense, ces tuyaux et certains autres éléments qui permettent que le pompage se fasse de façon accélérée. Les Ghanéens là, ils sont où? Ils sont en Europe. L'or là, c'est maudit aussi pour eux. Il faudrait qu'on se remette en cause et on se remette en question sur la façon dont nous traitons avec les autres lorsqu'ils viennent chercher de la richesse chez nous. Parce que c'est du gagnant-gagnant. Est-ce qu'il faut spolier les nôtres?
quelquefois et puis regarder les choses se faire. Même quand on parle de la question des mines, on a vu à un moment donné comment certains ont fait fortune en étant des interfaces entre les entreprises minières qui ne voulaient pas se retrouver directement employeurs de certains, pour éviter que si d'aventure il y avait des éléments qui aillent en justice et tout, ce ne soit pas eux qui aient à répondre, mais que ce soit plutôt des cabinets. On l'a fait et les cabinets prenaient des salaires importants avec les mines et puis rétrocédaient peut-être le tiers en gros à ceux qui travaillaient. C'était un peu comme ça. C'est beaucoup de choses qu'on regarde. Mais c'est des Burkinabés qui spolient d'autres Burkinabés. En tout cas, les opérations. Il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder. D'accord. Merci pour, en tout cas, ces clés de lecture-là. Comme on l'a dit, les opérations de sauvetage se poursuivent sur place à Perquois et la situation évolue minute par minute. Nous allons, en tout cas, nous suivons de très près cette situation-là, les sujets que nous pouvons toujours convoquer au tribunal de l'actualité. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation, un sujet qui est, je dirais, un peu plus gai. On parle de sport. Le ministère des Sports et la Fédération burkinabé de football ont finalement trouvé un accord sur, en tout cas, le choix du sélectionneur pour les étalons. Et c'est le Français Hubert Velud qui a été confirmé. Alors, le ministre a également souhaité qu'un local, en tout cas, soit retenu pour le poste de sélectionneur adjoint. Finalement, on peut dire que c'est une issue heureuse pour cette crise-là. Un dénouement qui honore, je dirais, le football burkinabé. Juge Bourma. Tout à fait. Il faut également ajouter qu'il a félicité l'ensemble des acteurs parce qu'effectivement, je pense, d'un point de vue que c'est l'épilogue d'une longue crise, d'une crise qui a assez duré et qu'à un moment donné, il fallait arrêter. Il a fait plus ou moins ce que son prédécesseur Tankwano avait fait quand il y avait la crise entre l'ancien président Sita Sangaré et l'actuel président Lazare Bansé par rapport à la procédure judiciaire qui avait été déposée et tout. Bon, la suite, on la connaît. Sur sa médiation, les choses se sont calmées pour que les Burkinabés partent sereinement à la CAN, parce que c'était d'ailleurs à quelques jours de la CAN. Donc M. Drabo, ce n'est pas la première rencontre qu'il a, c'est pas une seule rencontre qu'il a eue avec le comité exécutif de la Fédé. On se rappelle qu'il y avait eu cette rencontre de médiation où il avait demandé de repartir, se parler puis de régler la question. Mais M. Bansé était convaincu qu'il n'y avait que l'Assemblée générale qui était programmée qui devrait pouvoir régler la crise. La suite aussi, on la connaît, c'était des positions qui étaient très tranchées et même au niveau du ministère, les uns et les autres ne l'entendaient pas de cette oreille. Et donc, bon, tout porte à croire que la rencontre aussi qui a eu lieu pour situer les responsabilités par rapport à la suspension du recrutement du sélectionneur, parce qu'au niveau du comité exécutif également, certains s'étaient levés contre la procédure du fait qu'ils ont estimé que la procédure était irrégulière. Et donc c'est ce qui d'ailleurs avait valu, comment on appelle ça, la suspension, parce que le ministère qui paye, si vous engagez, dire que vous validez et que après la procédure l'emporte et puis on dit que effectivement la procédure n'a pas respecté la législation en la matière, les textes en la matière et qu'il faut remettre en cause, naturellement le Burkina risquait de se retrouver avec une plainte pour une rupture abusive effectivement du contrat. Donc c'était un inconfort également dans lequel le ministère se retrouvait face à cette procédure alors qu'il demandait également à les autres membres du comité exécutif qui n'étaient pas d'accord avec la procédure d'éviter d'aller devant les tribunaux, de pouvoir trouver une solution à l'interne. C'était vraiment pas simple. Je pense qu'il y a un nom qui a été mentionné également dans cette lettre-là, le patron des sports olympiques burkinabé, M. Yaméo, qui a joué également les médiateurs pour pouvoir arriver à une telle solution. Donc, c'est Velud qui est validé, mais effectivement, il souhaite qu'un local puisse l'appuyer compte tenu des délais qu'on a. Moi, la lecture que je fais, c'est que c'est bien. Si ça nous permet, nous supporters, de pouvoir suivre sereinement notre football, oui. Parce que j'ai dit, on nous a dit que la fédération est une association. Mais compte tenu du fait que c'est le domaine de la passion, nous les supporters, on nous embarque de façon indue dans une bagarre où on n'a rien à voir, alors que nous voulons suivre sereinement nos matchs. La même association ne nous permet pas, nous supporters, de virer ces gens-là. Sinon, on allait engager également une procédure, virer tout le comité exécutif et puis repartir sur de nouvelles bases parce que nous voulons suivre un football burkinabé serein. Mais Dieu merci, bon, les choses sont en train de se normaliser et je pense qu'au moins pour le reste du mandat, ils pourront s'accorder, terminer sereinement ce mandat-là pour qu'on puisse passer à autre chose. Et vivement. Je dis bien vivement. Et il faut saluer aussi la sagesse des uns et des autres qui ont accepté jouer balle à terre pour parler du milieu, quand on parle du milieu footballistique. Mais il y a d'autres procédures judiciaires qui sont là.
mais bon, qui n'engage pas certainement les membres du comité exécutif. Ben bon, c'est aussi surtout toujours dans le milieu du football burkinabé, comme cette plainte de Sita Sangaré contre Aristide Bansé qui a été d'ailleurs reporté alors que c'était hier. Donc il y a ces questions là aussi qu'il faut régler, alors que quoi qu'il en soit c'est lié. Donc après avoir réglé ces questions sur le comité, au niveau du comité exécutif, il faut également régler la guerre entre les agents des joueurs qui polluent aussi l'environnement des joueurs. Parce que entre les joueurs également, l'environnement est pollué par les actions des agents. C'est ce que notre chef de Dexport en parlait ici lors d'une de nos précédentes convocations. Mais c'est aussi c'est sérieux également cet aspect de l'affaire des agents des joueurs qui commence à polluer sérieusement l'équipe. Donc il faut rapidement trouver une solution. Sinon, les questions de discipline, je pense que si ceux qui tirent derrière les ficelles là se rangent, ça va se jouer très facilement. Mais si derrière, il y a un jeu qui se joue en arrière-fond et que le joueur à un moment donné se croit obligé au nom de ceci ou de cela, ça risque également de créer un autre problème. Alors qu'on a une équipe qui est, de mon point de vue, en jambes et qui a un nom à inscrire à la prochaine CAN. D'accord. Alors, c'est vrai qu'avant que le cas Veloud ne soit réglé, on l'a rappelé, les membres du comité exécutif de la fédération sont retrouvés pour fumer le calumet de la paix. Ça a été applaudi par beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs. À cela, on a le cas justement du sélectionneur qui est aujourd'hui réglé. Est-ce que vous estimez que la crise est maintenant derrière nous, juge Var? Non, c'est seulement les acteurs de la crise qui pourront non nous le dire, mais nous le démontrer. Parce que s'il faut paraffer cela, et venir le présenter devant tout le monde avec même les dissidents et le président de la fédération qui attrape le même document et tout, et puis après se retrouver dans des bagarres, on va se rendre compte que en fait ce sur quoi ils se sont accordés, c'est juste reporter leur bagarre. Et donc c'était juste trouver une date nouvelle et puis on va rentrer encore dans des bagarres de chiffonniers. En tout cas, c'est ce qu'on n'espère pas. On espère que là maintenant c'est un bon juste milieu qui a été trouvé. Le nœud gordien, c'était le comité exécutif. Il recommence à avoir ces sessions avec les membres complets dans leur dans leur composition que l'on sait depuis le départ. Ça sera peut-être aussi le premier le premier indicateur de ce que tout soit revenu à la normale, parce que depuis il y a ce comité-là qui a du mal à se réunir parce qu'à l'intérieur, il y avait ces dissidents. Et donc, quand vous convoquez, c'est sûr qu'ils n'allaient pas venir. Donc, le président trouvait toujours les subterfuges pour pouvoir prendre des décisions. Et le problème, les autres venaient en poser le problème de la légalité, parce que c'est des décisions qui devaient émaner d'un comité dont ils font pas, et reconnaissant n'avoir pas pris au préalable part à une quelconque rencontre qui est aboutie à une telle décision, donc ils la rétorquent et vont forcément en justice pour faire prévaloir leurs droits. Donc c'était dans ce jeu-là qu'on était. Et puis on a eu l'impression aussi qu'il y a un ministre des Sports qui voulait plutôt régler les choses dans le dialogue, avec l'obligation du rapprochement, pour éviter une implosion. Il y avait aussi la solution, quoi qu'on dise aussi, de Bansé, c'est lui qui a été élu. Vous avez vos cailloux dans la chaussure, on vous dit de ne pas enlever, de vous en accommoder. Et que on va voir comment enrober, ça va faire moins mal. Je pense que c'est ce qu'on a trouvé comme juste milieu, mais est-ce que ça va tenir? Parce que lui aussi avait l'opportunité, à travers une assemblée générale extraordinaire comme il l'avait convoqué, parce que c'est comme une gangrène pour lui, de couper et puis partir, continuer d'avancer. C'était ça qu'il avait voulu. Maintenant, est-ce que les dissidents là sont revenus à de meilleurs sentiments et avec un nouvel esprit? Parce que nous aussi on les a reçus sur nos plateaux. Moi je fais le JDS avec certains qu'on avait reçus ici. Ils en avaient gros sur le cœur face à leur président. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été sorties ici. On espère que l'abcès a été crevé et que ils arriveront à se reparler et puis à voir ce qui n'allait pas. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut leur souhaiter pour que notre football puisse aller de l'avant. Sinon, je suis convaincu que si une nouvelle crise il y a,
là, c'est très probable qu'on nous mette sous délégation parce que à un moment donné, ça risque de devenir plus vilain que ce qu'on a déjà vu. Et ça, il ne faudrait pas le souhaiter parce que 2023, c'est déjà arrivé. On sera en plein dans les matchs pour pouvoir y participer. Il ne faudrait pas que ce soit pendant que tous les éléments doivent être réunis pour que sur le tapis vert, là, sur le terrain de jeu, tout soit dit, qu'on ramène encore le joueur à avoir le regard orienté sur autre chose. Et là, c'est des résultats qui ne viennent pas et c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Je pense que c'est des grands messieurs mais qui ont tiré la leçon des choses et que le calumet de la paix a vraiment été fumé. La preuve, la décision du président de la fédération qui avait été suspendue par le ministre, maintenant, elle est donc passée avec Velud qui a été confirmé. Mais j'ai aimé aussi la démarche du ministre qui a voulu qu'il y ait à côté un entraîneur burkinabé. Parce que quoi qu'on dise, c'est petit à petit aussi, si on veut avoir une offre domestique qui soit intéressante et qui accompagne nos étalons, c'est apprendre aux côtés des entraîneurs qui sont chèrement payés, qui viennent. Il faudrait aussi que ce ne soit pas des gens qui viennent avec leur staff au complet, qui sont dans une bulle. Et puis bon, tant qu'ils ont des résultats, tout va bien. Quand on ne s'entend plus, il replie bagage, il va ailleurs, c'est plus son problème. Et entre-temps, on aura passé tout ce moment-là à externaliser une partie de ce dont on a besoin pour notre football, alors qu'on peut former aussi parce qu'il y a des nationaux qui ont pu emmener leurs équipes assez loin. C'est une question de formation. S'ils se frottent à ces personnes-là qui ont connu plus, qui sont allés à des écoles plus capées, qui ont déjà dirigé certaines équipes, ils apprendront et petit à petit on pourra avoir un sélectionneur ivoirien, burkinabé, qui pourra nous amener à brandir une Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, c'est très important. Le Sénégal nous l'a montré, mais on nous dira que bon, pour le Sénégal, c'est un presque français, parce que lui, il a pratiquement tout fait de l'autre côté, même que ce soit son parcours en tant que joueur et même son parchemin qui lui permet d'entraîner, c'est pas au Sénégal qu'il l'a eu. On pourrait le dire, mais j'ai dit ivoirien tout à l'heure parce que j'avais en tête celui qui avait amené l'équipe ivoirienne à la finale de la CAN. C'était, j'oublie son nom, mais il a été viré aussi après. Mais il y a des nationaux qui ont pu envoyer leur équipe très loin et qui ont pu gérer de grosses têtes, parce que c'est ça, quelquefois on fait croire que non, parce que c'est un sélectionneur national, donc il ne peut pas maîtriser les égos qu'il y a. En son temps, on a vu avec l'équipe ivoirienne, et son nom ne me revient pas, Zawi, voilà, en 92, il y avait Yeo Martial, il y avait le cas Zawi même est encore plus partant, parce que il gérait de grosses têtes. Mais l'époque des Drogba, mais quand vous Touré et tout, mais quand vous regardez, c'était un entraîneur qui avait vraiment la main dure et qui gérait son équipe à la dure. Donc ça veut dire que c'est possible. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a des joueurs qui évoluent à certains niveaux que non, un entraîneur local ne peut pas les coacher. Ce n'est pas possible. Il faut permettre aussi à ces entraîneurs-là de se frotter à ceux qui viennent, d'apprendre à leur côté, et puis un jour qu'on leur fasse confiance et qu'on dise on vous donne le temps de nous amener cette coupe-là. Et puis évidemment, on dit donner le temps. C'est pas la première canne et puis on vous vire encore, on fait venir quelqu'un d'ailleurs. Il faut construire les choses. Quand on prend le cas du Sénégal, je crois que la confiance a payé, parce que si c'était ailleurs, on l'aurait viré il y a longtemps et sûrement le Sénégal n'aurait pas eu cette première coupe-là. D'accord. Alors, concernant cette crise au niveau de la FBF, on l'a dit, mieux vaut tard que jamais. Les protagonistes ont enterré la hache de guerre, en tout cas l'espérons. Mais beaucoup estiment que le temps et le timing ne fait pas forcément les affaires du sélectionneur, qui n'aura pas un grand temps d'adaptation et qui doit très vite, je dirais, aller au charbon. Et parce que, comme on l'a dit, sur le rectangle vert, il y a des échéances qui nous attendent. Mais il a des acquis, et comme on appelle ça, il a de bons leviers, c'est ce que je veux dire, de bons leviers dans l'équipe. Il y a de très bons joueurs. Nous avons des joueurs qui sont dans le 11 type africain. Ça, c'est déjà un acquis. Deuxièmement, c'est une équipe qui a joué à la CAN et qui a vraiment mouillé le maillot. J'ai dit, sur le plan de la fondation, ça va. Le reste, ça va dépendre maintenant des capacités de l'entraîneur, de pouvoir discipliner l'équipe, de savoir dans quelle direction aller, qui placer, qui n'est pas placé, sans complaisance. En ce moment, ça dépendra aussi de ses capacités à pouvoir faire des choix
qui transcende les volontés de certains agents de joueurs qui forcent pour placer leur poulet quand bien même ça ne va pas à un moment donné. Donc ça, c'est son rôle. C'est vrai que le climat au niveau du comité exécutif pourrait polluer, mais si les choses sont rentrées véritablement dans l'ordre et que c'est de façon sincère et honnête, je pense que ça peut aller, ça peut rouler facilement. Donc, il y a un avantage qui est là, j'ai dit sur lequel il peut s'appuyer pour pouvoir engranger des résultats. Et puis, c'est plusieurs matchs à jouer. Donc, je pense que ça, d'un point de vue, c'est un défi que le Burkina peut relever, compte tenu de la qualité de l'équipe, pour peu qu'un certain nombre de choses soient vite réglées. Dans le cas Aristide Bansé, le team manager, on a vu ce qui s'est passé lors du dernier match amicaux. Donc la réalité, il ne faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il ne reste pas? Quel est le message qu'on portera aux joueurs frondeurs entre griffes qui avaient porté le message? Certains s'en étaient démarqués, d'autres s'en étaient assumés. Qu'est-ce qu'on fait? S'il reste, comment est-ce qu'on maintient la sérénité? S'il ne reste pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a aussi ce cas-là à tirer au clair, parce que comme il est l'interface entre les joueurs et le staff, il y a aussi à régler. Donc parce qu'il faut, j'ai dit aujourd'hui, faire en sorte que ces choses-là ne polluent pas l'environnement. Nous sommes allés à la CAN avec suffisamment de crises dans les bagages. Beaucoup de crises. Entre les agents des joueurs, entre les joueurs, entre les supporters et la Fédé. On a vu la décision du président Bansé et puis le courroux que cela a soulevé au niveau de l'UNCE. Après, c'est à 2 pas d'un procès qu'on partait à la CAN. Donc on est allé à la CAN avec, j'ai dit bien, suffisamment de problèmes. Donc il ne faudrait pas également qu'on entame les éliminatoires avec suffisamment de problèmes. La question du comité exécutif a été réglée. Il reste également ces choses-là à tirer au clair et au plus vite pour qu'on puisse avancer sereinement, comme on appelle ça, au niveau du jeu. Pour qu'on ne fabrique pas un nouveau championnat que nous sommes en train de jouer avec des classicos, des derbies à l'intérieur. Le match entre Bansé et les autres membres frondeurs du comité exécutif, ce match a été joué et puis c'est réglé. Apparemment, c'est un match amical, c'est réglé. Il reste les autres matchs entre Aristide Bansé et les joueurs frondeurs. C'est un match également qui se joue en arrière-plan, sans oublier les autres matchs des agents de joueurs. Donc on a plusieurs championnats au niveau de la Fédé qui se jouent, alors que l'intérêt, ce n'est pas ça. Donc il faut rapidement résorber ces choses-là. Mais l'entraîneur seul ne pourra pas. Il faut également de la sincérité, de l'implication des autres membres de la Fédé et parfois même au-delà, comme dans le cadre de cette médiation. D'accord. Confirmation de Hubert Velid au poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Burkina Faso et la déclaration de l'unité d'action syndicale sur la crise, la gestion de la crise au niveau de la mine de Perquois. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour la présente convocation. C'est d'ailleurs ici qu'on va mettre un point final à la présente émission. Merci messieurs les juges pour les clés de lecture et analyse. On se donne rendez-vous pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.